Elles maigrissaient chaque jour, comme si quelqu'un avait effacé lentement leur présence du monde, un trait à la fois. La rondeur des joues, la force des bras, l'éclat dans les yeux. Deux silhouettes jumelles qui, au fil des semaines, devenaient de plus en plus fragiles, jusqu'à ce que la garde-robe des petites tailles ne suffise plus et que l'inquiétude s'installe finalement dans la maison la plus protégée de la ville. Marc Lemaire était un nom connu des commerces et des médias. Fondateur d'un groupe international, silhouette familière sur les couvertures, fortune taillée en chiffres que peu pouvaient imaginer vraiment. Sa demeure, un manoir moderne caché derrière haies et dispositifs de sécurité, ressemblait à tout ce que la plupart imaginaient quand ils pensaient à la réussite. Salles immenses, œuvres d'art, personnel discret. Pourtant, la vraie vie de Marc n'avait rien de la carte postale. Les jumelles, Bia et Anna, étaient arrivées dans sa vie par adoption, 2 ans plus tôt, et avec elles, une douceur qui avait transformé sa routine d'homme d'affaires en quelque chose d'autre, moins simple, plus dangereux pour l'ego d'un père qui avait longtemps compté ses jours à travers des bilans trimestriels. Il n'était pas assez présent, c'était le silence qui revenait le plus souvent dans ses nuits. Réunions, avions, discours, et la conviction tenace que l'absence laisse des cendres que les moteurs du succès ne peuvent jamais ramasser entièrement. Quand il pensait à l'adoption, il revoyait le jour où elles avaient mis leurs petites mains dans les siennes, un geste minuscule et définitif. Mais le lien qu'il croyait tissé avait au fil des mois cédé la place à une proximité différente, une proximité assurée par Cassandra. Cassandra portait la maison comme on porte un vêtement qui sied bien, assurance tranquille, sourire calculé, attention toujours au bon moment. Belle-mère officiellement, et pour les filles, la présence régulière, la voix qui rassure, la main qui prépare leur dîner. Les photographies officielles montraient une famille harmonieuse, Marc, Cassandra et les jumelles toujours semblant sur le point de rire. Personne, hors des murs, n'imaginait que les rires se fanaient à l'intérieur. Les premiers signes étaient subtils. Une professeure de l'école, attendrie puis inquiète, avait noté que Bia et Anna semblaient moins énergiques. Les petits changements se lisaient dans des bulletins, dans des comptes rendus de réunions avec les enseignants. Concentration fluctuante, énergie en baisse, présence en classe mais souvent silencieuse. Un après-midi, une maîtresse avait envoyé un email à Marc. Il l'a lu sur son téléphone en plein vol, demandant s'il s'était rendu compte qu'elle perdait du poids de façon alarmante. L'inquiétude s'est alors transformée dans un poids physique derrière la poitrine, la sensation d'un gouffre sous ses pieds. Les spécialistes furent consultés. Des bilans sanguins, des examens pédiatriques, des consultations en clinique. Les médecins parlaient d'abord en termes prudents, résultats majoritairement normaux, hypothèse de troubles du comportement alimentaire possible mais non confirmés, considérations psychologiques. L'un d'eux, sans se prononcer, évoqua la nécessité d'un suivi en pédiopsychiatrie. « Nous devons être prudents », répétait l'un. « Il y a des signes, mais il y a aussi d'autres pistes. » C'était suffisant pour laisser l'idée d'un mal invisible flotter dans l'air, suffisant pour que chaque repas devienne un champ miné chez elle. Le service social déboula un matin, courtois mais ferme. Des travailleurs vinrent, firent des entretiens, posèrent des questions pointues. Ils observèrent les chambres, les repas, demandèrent à parler avec Cassandra et les jumelles. Rien de style, tout de la procédure. Vérifier qu'il n'y avait pas de danger immédiat, proposer un soutien. Pour Marc, ce fut humiliant et terrifiant en même temps. Il envoya ses avocats détailler les erreurs de procédure, mais il savait que l'essentiel n'était pas là. Il n'était pas spécialiste de la surveillance quotidienne. Ce qui se déroulait à la maison lui échappait, car il avait confié la plupart des instants aux mains d'une femme qu'il croyait digne de confiance. Les filles, elles, le repoussaient. Pas violemment, mais par une distance faite de regards fuyants et de silence. Elles avaient connu dans leurs quelques années d'existence plus de visages qui promettent que de permanence réelle. Cassandra, en revanche, savait comment occuper l'espace. Elle parlait de menus, de rendez-vous médicaux, de tutelles. Elle connaissait les habitudes du personnel et adoucissait les résistances. À la table du dîner, elle servait des bols de soupe qui semblaient conçus pour convenir à 2 petites dents fatiguées. Liquides, denses, insipides pour qui n'y s'intéresse pas, mais pour qui regarde de près, ces bols étaient toujours légèrement différents de ceux servis aux autres. Un peu plus liquides, un peu plus nombreux, un peu moins consistants. Marc commença à passer plus de temps à la maison. On lui signalait des réunions qui coupaient, des messages qu'il ne répondait pas, mais il réussit à éloigner conscience et agenda pour revenir. Son bureau, situé dans une aile moins fréquentée, devint un poste d'observation impromptu.
Il écoutait depuis derrière une porte, regardait depuis des fenêtres semi-fermées, s'interrogeant sur la façon dont la vie où il avait mis tant d'argent et d'intention pouvait se déliter devant lui comme un tissu troué. Il y eut des bruits, des indices minuscules, un mot griffonné dans une poubelle, une conversation entendue dans le couloir à demi-voix entre Cassandra et la gouvernante, des rires dans un chat vocal dont on lui lut quelques extraits, voix amateur, chuchotement, puis une relecture où l'on distinguait la voix de Cassandra disant « Donne-leur la soupe, c'est mieux comme ça ». Aucune preuve ferme pour l'instant, mais assez pour planter une graine de doute dans la tête d'un père qui n'avait plus le droit à l'erreur. Il était facile, dans les premières nuits, de se convaincre de la meilleure explication. Peut-être une mode de régime, une influence extérieure, une défense psychologique que les filles avaient adoptée sans comprendre. Les médecins pouvaient parler de troubles du comportement, les psychologues de réactions traumatiques passées, mais les signes ne collaient pas parfaitement à une histoire de rejet alimentaire volontaire. Elle n'avait pas les rituels décrits par la littérature, pas les excuses ou la colère, seulement la disparition progressive d'elle-même. C'était comme si une main invisible retirait leur appétit sans que rien ne l'explique. La suspicion prit une odeur plus concrète quand Marc remarqua les rencontres entre Cassandra et le docteur Cassio. Cassio travaillait au service pédiatrique d'un grand établissement médical local. Il avait officiellement pris en charge quelques aspects de suivi des jumelles, au moins sur papier. Les traces sur le calendrier indiquaient des rendez-vous discrets, pas tous officiels, des consultations à heures inhabituelles, des messages vocaux supprimés à la hâte. Marc n'était pas homme à fouiller, mais il en avait le luxe matériel, des équipes pour analyser des comptes, des techniciens pour récupérer des messages, un avocat pour cadrer les démarches. Ce qu'il trouva dans la boîte de réception du portable de Cassandra, des images floues d'un couloir, des fichiers audio comprimés, une capture d'écran mettant en évidence des transferts financiers, n'étaient pas accablants pris isolément, mais la répétition formait un motif. Les conversations, quand elles furent rassemblées, prirent une cadence menaçante, phrases brèves, allusions au plan, mots comme « assurance » murmurés au téléphone. Un message crypté d'un chat vocal disait « garde les faibles pour que ça fonctionne » et une note de calendrier portait la notation « nouvelle soupe, test OK ». C'étaient des bribes, il avait besoin de preuves matérielles. Il commença par parler au personnel. La cuisinière, une femme timide, ne tarda pas à confier qu'elle seule préparait les soupes des filles, toujours sous instruction de Cassandra. « C'est elle qui choisit les recettes, dit-elle, et nous avons des quantités différentes pour elle. » La gouvernante, plus pratique, raconta des aspects logistiques. Cassandra vérifiait toujours les poches des plats, testait des cuillères, obligeait parfois les filles à finir avant de quitter la table. Il y eut des regards, des hésitations, puis une phrase. Elle disait que c'était pour leur bien. Marc se souvint de la nuit où il avait pris la première cuillère. Ce n'était pas un acte héroïque, plutôt un mouvement instinctif dicté par une peur sourde. La soupe était chaude, presque insipide, un liquide jaune pâle. Il avait versé une cuillerée, sentant le sel discret et une amertume légère. Un goût anodin pour un palais ordinaire, mais en lui, l'alarme avait sonné. Il n'était pas toxicologue, mais il savait interpréter les indices d'un danger quand il renvoyait à l'idée d'empoisonnement lent. Pas pour tuer sur le coup, mais pour éroder. Ce fut l'un de ces hommes de confiance qui recommanda d'envoyer un échantillon à un laboratoire indépendant. Là encore, le luxe se transforma en outil. Entre l'anonymat d'une adresse et le paiement rapide d'analyse, Marc obtint une fenêtre qu'aucune procédure publique n'aurait pu offrir aussi vite. Les résultats arrivèrent une semaine plus tard, dans une enveloppe scellée que Marc observa longuement, comme si un suspense déjà considéré avait besoin d'un rituel pour être affronté. Le rapport ne portait pas de mots dramatiques. Il énumérait, sobrement, la présence de composés s'apparentant à des médicaments prescrits pour la perte de poids. La formulation restait prudente. Substances apparentées à des anorexigènes et traces compatibles avec des dérivés pharmacologiques employés pour réduire l'appétit. Les mentions légales, les marges, les chiffres de concentration. Les phrases techniques gardaient un ton neutre. Pour Marc, pourtant, ces pages firent basculer l'hypothèse en conviction. Ce n'était plus une possibilité, c'était un fait, un résultat d'examen. Elles étaient, par la soupe, exposées à des substances non déclarées.
La découverte modifia tout. La prudence médicale, qui jusque-là avait protégé les professionnels de conclusions hâtives, céda la place à une colère froide. Il pensa aux enseignants inquiets, aux photos où l'on apercevait des ombres sous les yeux des filles, aux soirées où les rires semblaient mal ajustés. Il pensait à l'adoption. Pourquoi quelqu'un ferait-il du mal à des enfants adoptés, sinon pour des motifs qui dépassent le simple cœur froid? Les hypothèses se bousculaient. Fraude à l'assurance, faiblesse financière, un plan tordu pour obtenir une indemnité. Il y avait des dettes, des transferts financiers entre Cassandra et des comptes liés à des jeux. Cela n'était pas aussi net que les chiffres de son empire, mais assez pour dessiner un paysage de danger. Il choisit la discrétion au moment où il aurait pu tout faire péter. À quoi bon sonner l'alarme et déclencher des procédures publiques alors qu'on pouvait perdre les filles dans une bataille médiatique? Il pensait aussi aux répercussions, un scandale, la presse, la condamnation rapide de la famille sans que la vérité complète n'apparaisse jamais. Il mesurait les risques et comprenait que parfois, la réponse la plus pragmatique exigeait de jouer à la fois le rôle de père et celui de détective. Marc ne devint pas paranoïaque, il devint méthodique. Il installa une surveillance plus soutenue, pas pour espionner les dialogues privés, mais pour réunir des preuves incontestables. Caméras supplémentaires dans les couloirs communs, enregistrement du chat vocal, copie des messages, recherche dans les comptes bancaires. Il demanda à ce que le personnel consigne par écrit chaque repas, chaque changement dans les habitudes des filles. Les photos devinrent outils de documentation, images des bols, des assiettes, des portions, des étiquettes d'ingrédients. Chaque détail fut archivé, rangé dans des dossiers que personne à l'intérieur de la maison ne devait, pour l'instant, soupçonner. Il y eut aussi dans l'ombre des gestes plus intimes. Il passait des soirées à regarder Bia et Anna dormir, un bras posé sur la couverture légère, à se demander comment deux enfants pouvaient disparaître comme cela sans que le monde entier lève un sourcil. Il se rappelait de la première nuit après l'adoption, quand l'une d'elles s'était endormie en serrant son doigt. Une image simple qui le hanta à mesure que leurs silhouettes se creusaient. « Je n'ai pas été là », se disait-il souvent en silence, non comme une excuse, mais comme une vérité. Et la culpabilité le poussait maintenant à réparer ce qui pouvait l'être. Le chat vocal de Cassandra et ses amis fut la clé suivante. Dans ces enregistrements, la voix de Cassandra paraissait calme, déterminée même. Elle parlait d'un plan qui devait être discret, répétait que tout devait paraître naturel. Une note faisait référence à un document médical falsifié, une autre mentionnait assurer le dossier pour la compagnie d'assurance. Ces fragments, rassemblés, dessinèrent un tableau plus vaste que la simple charlatanerie domestique. Il y avait au cœur de l'ombre une stratégie qui utilisait la vulnérabilité des enfants pour atteindre un but financier. À chaque mot écouté, Marc sentit la distance entre lui et Cassandra se creuser jusqu'à devenir un abîme. Pour autant, rien ne se fit sans précaution. Interroger Cassandra de front sans preuve solide aurait donné à celle-ci le temps de détruire des éléments cruciaux, de préparer une riposte, ou pire, de mettre davantage en risque les filles. Il choisit d'assembler un dossier irréfutable, documents médicaux originaux, résultats de toxicologie, photos comparatives, extraits du chat vocal, relevés financiers. Ces pièces, réunies, formaient un tableau. Mais il restait une question brûlante. Qui était le complice du plan ? Le nom de Cassio revenait sans cesse dans les données. Les traces laissées dans les messages montraient des rendez-vous, des recommandations d'ordonnance, et plus tard des transferts discrets. Entre le médecin et Cassandra, il y avait une relation mêlant proximité professionnelle et implication plus intime. Les soupçons de complaisance prenaient forme. Avait-il prescrit, falsifié ou caché ? Avait-il proposé un moyen légal d'obtenir un justificatif médical permettant une indemnisation ? Les preuves matérielles montraient une proximité inhabituelle entre les deux adultes. Marc pensa aux raisons possibles. Dette de jeu de Cassandra, dette contre Peppa sans compromis, un médecin prêt à fermer les yeux contre des avantages, l'idée plus sombre d'un plan qui exploitait l'état des filles pour aboutir à un coût financier. Tout cela était insupportable. Comme si la maison, avec ses tapis neutres et ses tableaux choisis, n'était qu'un décor soigneusement teinté pour masquer des manœuvres sordides. La tension monta au fur et à mesure que les pièces s'ajoutaient. Marc sentait que le moment de vérité approchait. Il inventoriait chaque détail, pesant la crédibilité de chaque élément.
Les juristes lui conseillaient la prudence, ne pas brûler les étapes, documenter, confier aux services compétents quand le dossier serait solide. La police, consultée en coulisses par un de ses hommes, suggéra d'attendre des preuves irréfutables. Personne ne voulait être celui qui accuserait à tort. Et pourtant, il ressentait la nécessité d'agir vite. Les filles maigrissaient. Le temps semblait une denrée qu'il ne pouvait dilapider. Une nuit, en rentrant d'un déplacement, il resta plus longtemps à observer. Cassandra rentra tard, essoufflée, prétendant une réunion. Elle s'assit près des filles, elle avait un don pour se rendre indispensable, et caressa leurs cheveux avec une tendresse qui l'écœurait plus qu'elle ne le consolait. Marc se plaça à l'extrémité du couloir, immobile. Il regardait la scène comme on regarde une pièce de théâtre dont on connaît la fin et que l'on désire changer. Il prit la décision qui scellerait le reste. Confronter, mais avec les preuves en main, en public d'abord si nécessaire, ou en privé, pour protéger les filles. Il fit appeler son avocat personnel, pianota des instructions, plaça la maison sous surveillance plus serrée encore. Il s'arrangea pour que tous les enregistrements soient copiés, que des témoins externes puissent attester de la chronologie des faits. Tout devait être impeccable. Il n'y allait plus de place pour l'erreur. Le soir où il trouva la preuve la plus nette fut un mélange de banalité et d'horreur. Cassandra avait préparé une soupe pour la nuit, un rituel que les filles avaient fini par associer au sommeil. Marc prit, cette fois, une cuillère au moment où elle tournait le dos et garda une partie dans le frigo, prélevant l'échantillon que son équipe scientifique devait analyser. L'action était simple, la conséquence, potentiellement, était immense. Quand le résultat revint, il lut la phrase qui le sépara en deux. Le rapport indiquait la présence de composés pharmaceutiques destinés à réduire l'appétit en concentration compatible avec une administration répétée. Le verbe était factuel, sans accusation, juste un constat. Pour lui, cependant, c'était la confirmation d'un plan méthodique. Ce n'était plus une supposition, quelque chose, quelqu'un, utilisait la nourriture pour altérer la santé des enfants. Marc passa la nuit blanche, assis dans le grand salon, les dossiers étalés autour de lui comme autant de fragments d'un puzzle dont la pièce centrale était une terrible intention humaine. Il se souvenait des joies simples, de la façon dont Bia et Anna appréciaient les mêmes histoires, des moments où elles se blottissaient contre lui, ignorant le monde. Et il se dit, avec une honnêteté qui lui fit mal, que sans son absence, peut-être rien de cela ne serait arrivé. La culpabilité rongeait, mais ne l'empêchait pas d'agir. Si la maison devait être purgée, il le ferait. Il prit alors une décision dramatique pour ce qu'elle était, rentrer pour de bon. La vérité qui demandait à être extraite ne prospérerait pas sous le strass et le verre du monde extérieur. Il appela son pilote, annula un rendez-vous d'action et planifia un retour immédiat au manoir, avec le dossier complet. Il instruisit ses collaborateurs de limiter les fuites, de préserver la discrétion. Si la confrontation devait avoir lieu, il la voulait directe, armée de preuves et sans risque de manipulation médiatique. Quand il passa la grille pour entrer chez lui, il observa la nuit comme un couvre-lit qui recouvre la propriété. Les gardes saluèrent et les lumières allumées leur donnèrent un air ordinaire. À l'intérieur, la maison semblait flotter entre le calme et une tension qui la rendait étrangère. Il revit Cassandra, la silhouette qui s'imposait désormais comme la matrice du problème. Elle vint à sa rencontre avec un sourire affable qui n'atteignait pas ses yeux. Il sentit en un instant que la distance entre eux était irréversible. Il posa le dossier sur la table du salon et la regarda. Ses mains tremblaient légèrement. À ce moment précis, tout ce qu'il avait rassemblé prit la forme d'un jugement silencieux. Il sut que, de l'autre côté de cette porte, il allait devoir être plus qu'un homme d'affaires, un père en colère, un protecteur prêt à arracher ses enfants aux mains d'une trahison. Mais avant que la confrontation n'éclate, un détail extérieur se fit entendre, un bruit sourd, des pas qui se hâtaient, des voix dans le couloir. Des membres du personnel accoururent, visiblement secoués. La gouvernante murmura que quelque chose ne tournait pas rond à la cuisine. Quand Marc se précipita, il trouva la pièce en désarroi, des ustensiles renversés et une odeur de fumée qui commença à emplir l'air. Une ampoule fissurée giclait une lueur vacillante. Il y eut à ce moment-là un sentiment d'irréalité.
La maison qui jusqu'ici avait été théâtre d'un drame discret devenait soudain le lieu d'une urgence tangible. Des voix s'élevèrent, des cris contenus, des ordres clairs. Marc sentit l'adrénaline prendre le dessus. Les dossiers, le plan, la patience méthodique laissèrent la place à l'instinct. Les filles, présentes dans les chambres supérieures, étaient l'unique horizon désormais. Il courut, les documents en main, montant les escaliers 4 à 4. Le couloir supérieur était saturé d'une chaleur soudaine, et une fumée fine commençait à couler sous les portes. Aux chambres, des fenêtres entr'ouvertes, des draps moussant légèrement. Il trouva Bia et Anna, pâles mais éveillées, leurs yeux grands, comme si elles n'avaient jamais été si conscientes du monde. Cassandra était là aussi, à demi en feu, ou peut-être déjà hors de vue, une confusion orchestrée par la panique. Quelqu'un cria qu'il fallait descendre, qu'il fallait les sortir. Marc prit les filles dans ses bras, une à droite, une à gauche, et les fit sauter d'une fenêtre vers un jardin préparé pour ce genre de dégagement, des toiles et du personnel prêt au geste d'un secours. En bas, c'étaient des mains, des voix, des larmes. L'incendie se propagerait vite. Les flammes prirent la maison comme si elles étaient attirées par quelque chose qu'elles voulaient révéler. Il y eut des sirènes qui finirent par couvrir le reste, pompiers, voisins rassemblés, regards écarquillés, et au milieu, Marc tenant ses filles comme si le simple contact humain pouvait réparer des semaines de mal. Les enfants crachotaient, elles toussaient, elles tremblaient, mais elles étaient vivantes, et la vision de leurs silhouettes fragiles dans la nuit fit monter en lui une colère plus noire que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. La suite fut une frénésie contrôlée, équipe d'urgence, intervention, les voisins qui parlaient à la presse déjà assemblés au loin. Le nom de Marc faisait la une en quelques heures, mais pas encore dans la manière des tabloïds, plutôt comme l'homme qui avait perdu sa maison au profit d'une tragédie domestique. Cassandra, au centre d'une confusion totale, disparut dans la mêlée. Certains témoignages disaient l'avoir vue s'éloigner, d'autres prétendaient qu'elle était restée bloquée à l'intérieur et que personne ne l'avait vue depuis. La police prit les déclarations, réquisitionna les enregistrements, mais l'heure était aux événements, pas aux conclusions. Quand la fumée se dissipa suffisamment, la maison se présenta en ruine partielle. Les flammes avaient demandé un prix en charpente, en objets, en silence. Les jumelles furent emmenées en observation, soignées pour la fumée et l'épuisement. La question qui brûlait aux lèvres de chacun était la même. Pourquoi ce feu? Accident? Sabotage? Tentative d'effacer des preuves? Marc savait, au fond, que la maison elle-même n'était plus la preuve la plus solide. Les documents étaient copiés, les enregistrements sauvegardés. Mais il avait désormais un nouveau problème. Une femme au centre de ses soupçons, Cassandra, qui n'était plus visible d'un coup, et des indices qui semblaient avoir été détruits ou rendus inaccessibles par les flammes. La logique publique prit alors une forme apaisante et compétente. La police annonça des premiers constats, parlait d'enquêtes en cours, de nécessité de retrouver certains témoins. Mais en coulisses, Marc savait que la vérité avait plusieurs couches. Les analyses toxicologiques, par exemple, risquaient d'être compromises si certains échantillons n'étaient pas sécurisés. Les enregistrements numériques, eux, existaient en copie hors du manoir, ce que ses équipes avaient pris soin d'anticiper. Le médecin, Cassio, était une piste que la police écartait à peine, mais personne ne connaissait encore l'ampleur de son implication. La situation, en somme, était à la fois sous contrôle et à vif. Les filles étaient sauvées mais abîmées, la maison était endommagée, les preuves matérielles substantielles étaient rassemblées, mais l'élément humain, Cassandra, manquait à l'appel. Certains policiers évoquèrent en privé la possibilité d'une fuite intentionnelle, d'autres plaidèrent la prudence. Marc, lui, regardait ses filles dormir dans un lit d'hôpital et se demandait si la disparition de Cassandra était le silence d'un repentir ou la stratégie finale d'une femme dont la détermination avait pris la forme d'un monstre domestique. Au petit matin, alors que le soleil cassait la nuit et que la cité cherchait déjà à recomposer son récit, un enregistrement vidéo circula, capturé par une caméra de voisinage, montrant une silhouette fuyant la lisière du terrain, une silhouette qui pouvait être interprétée comme Cassandra. Elle était floue, emmitouflée dans un manteau sombre, rapide. Ce plan ne suffisait pas à en faire une condamnation, mais il suffisait à planter un doute dans l'esprit collectif. Avait-elle survécu? Avait-elle simulé sa disparition pour disparaître définitivement? Ou était-ce l'ombre d'une personne qui cherchait à fuir les conséquences d'un acte irréparable?
Marc, au bord de l'épuisement, sentit la fatigue le rattraper. Il posa ses doigts sur la main de Billa, puis sur celle d'Anna, et sentit la fragilité de ces vies qu'il aurait juré protéger pour l'éternité. Il avait stoppé l'érosion pour l'instant, mais il savait que la bataille n'était pas terminée. Entre les ruines, entre les preuves, la vérité devait être tirée au clair. Et quelque part, dans la fumée et l'ombre, plusieurs personnages attendaient leur tour pour parler. Le médecin, le personnel, peut-être même Cassandra, si elle revenait. La question restait en suspens, lourde. Comment un foyer, protégé par des murs, des gardes et la richesse, avait-il pu abriter une trahison aussi méthodique ? Marc Lemaire, milliardaire aux mains tachées d'une culpabilité nouvelle, n'avait désormais plus à prouver sa capacité à diriger des entreprises. Il devait prouver qu'il savait être un père capable de réparer ce qu'il avait laissé se fissurer. Si cette histoire vous captive et que vous voulez connaître la suite, abonnez-vous et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il est arrivé à Cassandra. Les jours suivants s'écoulèrent entre interrogatoires feutrés et gestes de protection. Les filles reçurent un suivi rapproché. Des spécialistes furent mandatés pour évaluer l'impact sur leur santé mentale et physique. Marc partagea publiquement un message prudent, remerciant les secours, affirmant sa volonté de coopérer, mais gardant la rage et la peur pour les murs de sa chambre. À l'abri des caméras, il continuait d'examiner les preuves et de reconstituer minutieusement chaque pièce du puzzle. Les extraits du chat vocal furent passés à des experts en linguistique, qui cherchèrent des empreintes de voix, des indices de manipulation. Les comptes bancaires furent explorés jusqu'au moindre centime, révélant des transferts qui prouvaient l'existence d'un filet financier obscur. Le docteur Cassio fut appelé pour un interrogatoire. Il se présenta comme un professionnel mal compris, se défendant par de vagues justifications sur la prescription et la surveillance médicale. Sa relation avec Cassandra fut qualifiée d'amicale et professionnelle, mais les preuves contredisant la neutralité commençaient à s'accumuler. Il y avait pourtant des zones grises. Cassandra, absente, laissait un vide que la rumeur combla rapidement. Certains voisins clamaient l'avoir vue s'éloigner, d'autres parlaient d'un accident, d'une chute, d'un secours tardif. Les experts qui visitaient la maison firent remarquer que l'incendie avait une origine difficile à établir. Des sources d'allumage électrique pouvaient être en cause, disaient-ils, tandis que d'autres évoquaient la possibilité d'une intervention humaine. Marc n'avait rien laissé au hasard. Il savait que la vérité pourrait se nicher dans les détails que l'incendie avait tenté d'effacer. C'est pourquoi certains objets, notamment les échantillons de soupe et les copies des enregistrements, avaient été transférés hors du manoir dès la première alerte, pour que rien n'en vienne à manquer. Dans l'intervalle, la police poursuivit son travail. Des appels à témoins furent lancés. Le nom de Cassandra remonta dans les fichiers de la ville. Des précédentes alertes, des plaintes mineures, des dettes, des signes d'un jeu compulsif. Ce profil ne faisait pas d'elle une criminelle de nature, mais il ajoutait une couleur au motif. Une image commençait lentement à se dessiner, mais chaque élément demandait confirmation, et la confirmation exigeait du temps. Marc, malgré les appels et les réunions, s'arrêtait parfois la nuit pour effleurer les photographies où les filles riaient au premier jour de leur arrivée. Il y avait là une obligation presque sacrée, réparer, protéger, témoigner pour elles. Mais il comprit aussi que la revanche la plus fidèle serait de reconstruire une vie où les jumelles pourraient être des filles, sans soupçon poli ni geste calculé. Les jours suivants seraient consacrés à cela, s'assurer qu'elles reçoivent les soins, que les preuves restent intactes, que les responsables soient traduits devant la justice si la logique des faits l'exigeait. Pour l'instant, la maison brûlée faisait office d'archive visuelle de ce qui avait été presque invisible. L'exploitation d'un foyer, la manipulation d'enfants, la mise en scène d'un simulacre de soins. Marc, revenu pour des raisons qu'il n'avait jamais imaginées quand il avait bâti son empire, avait désormais une mission plus urgente que tout profit. Faire en sorte que la vérité émerge de la fumée et que ses filles, Billa et Anna, puissent retrouver la vie qui leur avait été volée, petit à petit. Les jours qui suivirent l'incendie furent un mouvement en apparence lent, mais chargé de décisions prises à une vitesse que la fatigue peinait à suivre.
Marc défilait entre l'hôpital où les jumelles finissaient leur surveillance et les bureaux où ses équipes continuaient d'ordonner la preuve. Il avait mis sous scellé chaque élément qui pouvait l'être: copie des analyses, sauvegarde des conversations, enregistrement de caméras. Les copies avaient été envoyées à des laboratoires indépendants et à une équipe d'experts juridiques qu'il avait mandatés pour garantir que rien ne disparaisse dans le tumulte médiatique. La presse, prévisible, joua son rôle: noms, suppositions, angles. Les réseaux sociaux proposèrent instantanément des verdicts, des théories, des images montées qui cherchaient à combler le vide laissé par la disparition de Cassandra. Marc se surprit à détester autant les caméras que la force qui, pendant des années, avait façonné son succès. Il y avait, cette fois, quelque chose de plus urgent que l'image: protéger ses filles d'un monde qui voulait les regarder comme on scrute une tragédie publique. La police fit son travail avec une prudence professionnelle: audition, recoupement, saisie. Les comptes bancaires révélèrent une série d'opérations qui, mises côte à côte, formaient une logique plus que des coïncidences. Petits transferts, paiements vers des plateformes de jeux, virements à des comptes anonymes. Aucun de ces éléments, pris isolément, n'aurait suffi à incriminer, mais assemblés aux enregistrements du chat vocal et aux rapports toxicologiques, ils dessinèrent un schéma. Le nom de Cassio, peu à peu, ressortit comme point de convergence: ses rendez-vous, des prescriptions, quelques échanges financiers litigieux. L'arrestation fut menée un matin, discrète. On emmena le médecin de sa clinique devant des collègues surpris, sous les regards des murs blancs et des affiches de sensibilisation à la santé infantile qu'il avait dû afficher pendant des années. Cassio protesta, répondit aux accusations avec une voix mesurée qui cherchait à garder l'autorité d'un homme de science. Il clama l'innocence, parlait de malentendus et de procédures mal interprétées. Mais les preuves alignées, enregistrements, transferts, prescriptions, permirent aux enquêteurs d'appuyer leurs actes. Ils le conduisirent pour une garde à vue qui se transforma, dans les romans du réel, en dénouement judiciaire rapide. Suspension professionnelle, perquisition et inculpation pour complicité dans la mise en danger de mineurs et falsification de documents médicaux, selon les formulations officielles.
Les voyages qu'il faisait pour affaires se raréfièrent. Les conseils d'administration se tinrent par visioconférence. Il installa, dans leur appartement sécurisé à l'écart, un quotidien où la présence était la variable la plus importante. Repas pris ensemble, histoires lues avant de dormir, visites régulières chez des spécialistes. Il se découvrit patient sous un jour nouveau. Il pratiquait l'écoute, absorbait les détails des journées de ses filles, apprendrait lentement la musique des petites phrases et des blessures anodines. La reconstruction sociale fut moins simple. Les rumeurs griffèrent l'image publique de la famille. Certains anciens amis s'évanouirent, d'autres offrirent une aide discrète. Les grands-parents maternels, eux, se montrèrent parfois intraitables. Dans les premières semaines, ils avaient dénoncé la négligence supposée et réclamé la garde. Leur relation avec Marc, déjà tendue par des années d'incompréhension, se compliqua davantage lorsqu'ils cherchèrent à qualifier la situation selon leur lecture des faits. Le tribunal de l'opinion divergea du tribunal judiciaire. Marc dut apprendre à composer avec des visages nouveaux et avec l'absence de certains anciens alliés. Malgré tout, le travail sur la vérité continua. Les experts en informatique apportèrent des éléments décisifs, métadonnées montrant la provenance de certains messages, sauvegardes datant des heures où Cassandra avait prétendument été ailleurs. Des témoins courageux, la cuisinière, la gouvernante, firent des déclarations qui renforcèrent la chronologie. La cuisinière parla, en pleurs parfois, de pressions subtiles, d'ordres répétés. « Donne-leur la soupe, ça fait partie du protocole ». Elle raconta comment, après la confrontation, elle avait jeté un carnet de recettes qui, dit-elle, sentait encore la peur. Ces témoignages humains furent importants. Ils documentèrent la répétition d'un geste qui, quotidiennement, érodait la santé des filles. Marc sut aussi que la vengeance personnelle ne réparerait rien. Il se concentra sur la sécurité et la protection. Il fit installer un nouvel espace pour les enfants, ferma certains accès, remania le personnel. Mais il garda une part d'ouverture, refusant de bâtir une forteresse qui ferait des filles des prisonnières de leur trauma. Il voulait qu'elles apprennent à affronter le monde, pas à le craindre. Avec le temps, quelques indices supplémentaires émergèrent sur la disparition de Cassandra. Un enquêteur à la retraite, engagé par Marc, remit une piste ténue, une correspondance postée depuis une gare lointaine, écrite de manière frénétique et jamais récupérée, contenant des instructions pour changer d'identité. D'autres envois montraient des tentatives d'abri dans des villes côtières. Aucune trace définitive cependant, des hôtels réglés en liquide, des transports enregistrés sous des noms divers. Le spectre d'une fuite volontaire resta plausible. À côté de cela, des analyses médico-légales sur les décombres du manoir présentèrent des éléments contradictoires. La chronologie de l'incendie, l'origine probable d'une accélération de la combustion en certains points, des objets déplacés de manière suspecte. Ces relevés ne permettaient pas de conclure que Cassandra s'était effondrée sous les flammes, ni qu'elle avait mis le feu. Le vide restait habité d'incertitudes. La famille choisit, après plusieurs mois, de quitter la ville. Les caméras s'étaient apaisées, mais l'écho médiatique continuait de troubler la vie quotidienne. Un déménagement loin des anciennes habitudes, dans une région plus discrète, devait permettre aux filles de grandir sans être enfermées dans le rôle de victimes exposées. Marc vendit, puis ferma quelques filiales, donna des instructions pour une nouvelle fondation dédiée à la protection des enfants vulnérables, une façon de donner sens au chaos subi. Il ne cherchait pas à acheter la paix, il voulut utiliser ses ressources pour empêcher qu'une autre famille ne traverse la même chose. La guérison fut longue et parfois irrégulière. Il y eut des rechutes. Nuits d'angoisse, retours en arrière après une odeur qui rappelait la fumée, des refus soudains de manger certains plats associés à la soupe. Mais il y eut aussi des progrès. Un soir où Bia rit d'un film stupide, ou Anna qui, pour la première fois, demanda à apprendre la natation. Les thérapeutes travaillaient sur la reconstruction de la confiance à travers des rituels quotidiens, des repas où l'on choisissait ensemble les ingrédients, des moments de parole sans jugement. L'entourage, enseignants, voisins, quelques amis fidèles, joua un rôle essentiel. Ils offraient normalité et disponibilité. Marc changea en profondeur.
Là où auparavant ses ambitions convergeaient vers la croissance et l'extension d'un empire, il mesura la profondeur d'un acte simple, être présent. Il fut impitoyablement plus exigeant envers lui-même. Il rompit avec des conseils dont la seule logique était la rentabilité si, par elle, les gens étaient mis en danger. Sa fondation investit dans des programmes d'assistance psychologique, en particulier pour enfants adoptés, et créa des bourses pour former des professionnels à repérer les formes subtiles d'abus domestiques. Le procès de Cassio se déroula dans cette atmosphère, presque cérémoniale pour certains, nécessaire pour d'autres. Des rapports circonstanciés, des contre-expertises, puis le verdict. Il y eut des applaudissements silencieux parmi ceux qui attendaient que les chevaux se défassent. Le médecin fut condamné pour ses actes professionnels qui avaient contribué à la mise en danger des mineurs. La sentence, rapportée sobrement, fut vécue comme une validation des peurs de la famille. Mais Marc garda la réserve. La condamnation d'un seul homme ne réparait pas la totalité du dommage causé. Le plus difficile restait Cassandra. Elle avait été le pivot invisible qui avait permis au plan de se dérouler. On entendit des rumeurs, parfois, sur son sort, une lettre interceptée, une personne qui disait l'avoir aperçue sur un quai, un témoin affirmant l'avoir reconnue dans une ville côtière. Chacune de ces touches apportait un mélange de soulagement, si elle était vivante, on pouvait espérer la justice, et de terreur. Si elle avait fui, pouvait-elle recommencer ailleurs ? Le phénomène s'installa dans une boucle d'attente, des signaux faibles qui s'évanouissaient souvent dans le vent. 1 an après l'incendie, un élément nouveau fit surface. Une vidéo, publiée anonymement, grainée et partiellement censurée, montrait pendant quelques secondes une silhouette qui enjambait un muret non loin d'un port. Les images étaient à l'extrémité du flou. On n'y voyait qu'un manteau sombre et une démarche précipitée. Les experts consultés par Marc dirent la même chose qu'avant, impossible d'identifier formellement. Mais la recirculation de la vidéo raviva l'intérêt. Des internautes entreprirent des recoupements, des associations d'images. L'affaire devint, une fois encore, une chasse aux signes. Marc, qui avait appris à ménager ses réactions, resta prudent. Il ordonna des vérifications indépendantes, fit analyser les métadonnées de la vidéo et paya des enquêtes sur le terrain. Les conclusions furent prudentes. Ce plan ne permettait pas d'affirmer qu'il s'agissait de Cassandra, seulement qu'une femme correspondant à sa silhouette avait été filmée. Il n'y eut ni nom ni visage, juste une figure en marche. L'ambiguïté resta la loi. Au fil des saisons, la vie trouva un autre ton. Les filles grandirent, comme on reconstruit un paysage après l'incendie, avec des replantations précises, une surveillance vigilante et une certaine humilité devant la nature qui parfois repousse. Le rôle de Marc se redessina. Il n'était plus seulement le pourvoyeur, il était un homme qui avait fait le bilan de ses absences et avait décidé de les remplir. Il s'inscrivit comme parent à l'école, assista aux réunions, fit la lecture de leurs devoirs. Il y eut des maladresses, des silences gênés, des pas en arrière, mais aussi des soirs remplis de rires pour des raisons simples. Pourtant, la question de Cassandra ne cessa d'être un poids. Elle hantait les rêves de Marc et les conversations sporadiques des filles. Parfois, en la regardant jouer dans un parc, il se demandait si elle mesurait vraiment l'écart entre ce qu'elles avaient vécu et ce qu'il pouvait désormais leur offrir. Les thérapeutes parlaient d'un travail progressif, d'objectifs à long terme, réapprendre à faire confiance, apprendre à peser les risques, et surtout se réapproprier leur histoire sans qu'elle devienne leur identité. Un soir, que la famille regardait des images paisibles d'un ancien été, un message arriva sur le téléphone de Marc, une correspondance anonyme, un lien vers un article régional. Le cœur se serra, il lut. L'article mentionnait une femme née sous un nom différent, aperçue près d'un traversier qui avait demandé à changer d'identité dans un office d'assistance sociale d'une petite ville côtière. Les archives publiques montraient un dossier. La femme avait indiqué vouloir se reconstruire ailleurs. Les signatures et les détails restaient fragmentaires. Certains éléments coïncidaient avec des indices connus de l'enquête, d'autres divergeaient. Rien de probant. C'était une goutte de plus qui ne formait pas une mer. Il y eut des hésitations éthiques dans la manière de regarder ces signes. Faut-il traquer une personne qui pourrait être coupable ou une femme qui fut victime, autrefois, de circonstances personnelles complexifiées par des dettes et une addiction ?
Marc savait que la compassion ne devait pas effacer la responsabilité. Il était partagé entre le désir de voir la justice rendue et celui plus difficile, d'imaginer que derrière la silhouette puisse se cacher une trace d'humanité brisée. Avec le temps, la famille construisit des rituels de résilience. Des vacances simples, des repas où les menus étaient établis collégialement, des sessions hebdomadaires avec un psychologue scolaire. Marc reprit l'écriture, non pas pour les bilans financiers, mais pour consigner ce qu'il appelait, maladroitement, les jours vrais. Ces carnets n'étaient pas pensés pour le public, ils étaient un lieu où il notait les progrès invisibles, les petites victoires, les instants où la confiance reprenait du terrain. À la ville, l'affaire resta présente dans la mémoire collective, mais elle perdit de sa frénésie. Certains médias se tournèrent vers de nouvelles histoires, d'autres, plus sensibles, publièrent des reportages sur la fragilité des systèmes qui permettent à de tels abus de se dérouler. Les questions soulevées par le dossier trouvèrent un écho dans des réformes timides. Meilleure surveillance des prescriptions, formations obligatoires pour le personnel domestique, procédures accrues pour vérifier les antécédents. Il ne s'agissait pas d'une solution magique, mais d'un pas. Et Cassandra ? Le temps n'effaça pas le mystère. Parfois, une liste de noms comprenait le sien, parfois la police dépassait l'horizon de l'enquête, parfois un témoin se mettait à parler et relançait une piste. Le vide restait, que l'on sentait même dans les moments de joie. Marc s'était habitué à vivre avec lui. Il existait dans le paysage émotionnel de la famille comme une pierre angulaire manquante. Il ne laissa jamais la question devenir une obsession, il la respecta comme une souffrance ouverte. Le dernier acte concret du dossier, tel que le connurent les journaux, fut un compromis administratif. Certains éléments de l'enquête furent rendus publics, d'autres restèrent classés. Les procès contre les complices éventuels se terminèrent par des sentences variées, certains furent sanctionnés professionnellement, d'autres expulsés de leur milieu de travail. Mais la disparition, volontaire ou non, de Cassandra conserva son caractère d'énigme. Une nuit, plusieurs années plus tard, Marc se tenait sur la plage d'une maison qu'ils avaient louée pour les vacances, observant les filles, maintenant adolescentes, qui riaient au bord des vagues. La mer avalait et rendait éternellement des morceaux de vie. Il pensa au choix qui l'avait amené là, la richesse qui protégeait autant qu'elle exposait, l'absence qui avait laissé trop d'espace à l'ombre, la détermination qui l'avait forcé à devenir autre chose. Il avait trouvé des façons de canaliser la colère dans des actions concrètes, il restait cependant attentif à ce qui pourrait surgir d'un coin du passé. Ce soir-là, il reçut un message au téléphone, une vidéo courte envoyée d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit, sans grande attente. Quelques images tremblaient d'un quai, puis d'une rue, et au milieu, comme la réapparition d'un fantôme qui refuse de se laisser enfermer, une femme qui marche, le menton relevé, glacé par le vent. On ne voyait pas son visage clairement, mais une manière de porter son manteau, la torsion de sa démarche, petite chose presque ridicule à vouloir s'accrocher, évoquèrent à Marc une comparaison inévitable. Il posa le téléphone sur ses genoux. Les vagues chuchotaient, les filles revenaient, remplissant le silence par des ricanements. Il resta sans réagir, laissant l'image se condenser en une question. Il y a des fins qui se veulent des certitudes, il y a des histoires qui, par respect pour les vies qu'elles touchent, doivent laisser certaines portes entrebâillées. Marc savait cela. Il comprit qu'il vivrait toujours avec la possibilité que Cassandra ait survécu et qu'elle ait choisi la fuite, ou qu'elle ait péri dans la nuit du feu, ou qu'elle se soit fondue dans une vie rongée de dettes et de peurs. Toutes ces hypothèses, en vérité, parlaient de la même chose, la difficulté de saisir l'entièreté d'un acte humain, surtout quand il a eu pour théâtre un foyer. Il prit une décision simple et moins théâtrale que la vengeance. Continuer à reconstruire, offrir aux filles un espace de sécurité, un peu de normalité et une présence stable. Continuer à soutenir des politiques publiques qui protégeraient d'autres enfants. Garder à portée de main dans un tiroir les dossiers qui documentaient la vérité telle qu'on la connaissait et accepter peut-être que certaines questions ne pouvaient recevoir que des réponses fragmentaires.
La silhouette de la femme dans la vidéo resta avec lui, non comme une preuve, mais comme une question qui demande à être posée à voix haute. Peut-être est-elle vivante, peut-être non. Ce qui importait désormais, ce n'était pas tant la clôture judiciaire d'un cas que la manière de préserver l'avenir de 2 petites vies qui avaient été brisées pour leur propre bien. Pensez-vous qu'elle a survécu? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.